Good morning, everyone. Le juge président, bonjour à tous. Madame le greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Il s'agit de la situation en Ouganda en l'affaire le procureur contre Dominique Ongwen. Référence de l'affaire ICC 0204-0115. Nous sommes en audience publique. Le président, merci. Je demande aux parties de bien vouloir se présenter. Madame Adeboyejo, bonjour, monsieur le président. Adesola Aboyejo, pour le bureau du procureur. Je suis accompagné de Ben Kampert, Colin Black, Betty Holler, Julia Nuzman, Nicola Kacic et Grace Go. Le président, très bien, merci. Les représentants légaux des victimes, Maître Manoba. Maître Manoba, bonjour, monsieur le président. Je suis Joseph Manoba. Je suis accompagné de Francisco Cox, Madame Rajioska Maria, Madame Priscilla Alling et Listowel Atto. Le président, merci. Maître Massida. Maître Massida, bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Les représentants légaux des victimes sont représentés par Ochlan Narantsek, Caroline Walter et moi-même, je suis Paulina Massida. Le président, merci. La défense maintenant. Maître Ayena, monsieur le président, j'espère que je m'en tirerai bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné du chef Charles Acheleke Taku, Beth Lyons, Kifude Gordon, Thomas Oboff, Morgane Ashley et notre client Dominique Ongwen est dans le prétoire. Le juge président, merci beaucoup. Comme chacun le sait, aujourd'hui nous entendrons les remarques de clôture des représentants des victimes. Nous allons commencer par le représentant légal des victimes et lors du deuxième volet d'audience par le représentant légal commun. Et je donne d'abord la parole à Maître Manoba. Les interprètes de la cabine française signalent qu'ils n'ont pas reçu le texte dont Maître Manoba va donner actuellement lecture. Ils n'ont pas été en mesure de le préparer de manière appropriée. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les juges, de me donner l'occasion de présenter notre déclaration au nom des victimes que nous représentons. Monsieur le Président, messieurs les juges, je vais commencer par une citation. Et les citations vont jouer un rôle très important dans notre déclaration de ce matin. Certaines de ces citations risquent d'être un peu longues, mais cela est fait de façon délibérée, car nous estimons que les citations reflètent des préoccupations et les vues de nos clients. Je vais commencer par la première. Ils sont entrés dans le camp. Nous avons commencé à courir. Nous nous sommes cachés dans un trou. Nous étions environ 6. Nous nous sommes cachés dans ce trou. Mon voisin et les membres de ma maisonnée. Et lorsque nous étions dans ce trou, nous sommes restés calmes. Il y avait des coups de feu et ceux qui tiraient nous avaient entourés. Une fille était l'épouse d'un des rebelles. Elle a glissé, elle est tombée, elle a failli tomber dans ce trou. Et lorsqu'elle a glissé, elle a jeté sa flamme dans le trou. Et lorsqu'elle a fait cela, elle nous a vus. Et elle s'est mise à crier, « L'ennemi est ici, l'ennemi est ici. Il y a un soldat ici. » Et lorsqu'elle a crié cela, lorsqu'elle a dit qu'il y avait un soldat ici, il y avait environ une trentaine de rebelles qui portaient des armes. Et ils sont venus, ils nous ont entourés. Et ils ont dit, « Y a-t-il un soldat parmi vous ?» Mon père a répondu en disant, « Non, il n'y a que des civils. Il n'y a pas de soldats. » Le rebelle a répondu, « Si vous êtes tous des civils, sortez alors de votre trou. » J'ai été la première à sortir de ce trou. Ils m'ont prise en premier
J'ai été poussé et je suis sorti de mon trou. Ils m'ont dit de m'allonger par terre sur mon ventre. Et lorsque je me suis allongé par terre, ils m'ont pris et ils m'ont envoyé dans une autre direction où il y avait d'autres personnes. Lorsque je suis ressorti, ils m'ont envoyé vers un autre groupe de personnes. Le voisin et les personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure ont toutes été sortis du trou. Le voisin a été abattu sur place. Mon frère a également été tué. Immédiatement après cela, je me suis relevé et je suis parti. J'ai quitté Abok. Et lorsque j'ai quitté Abok, j'étais encore très jeune. Ils avaient un sac de haricots et environ 4 bassines d'haricots. Ils m'ont demandé de transporter cela sur ma tête et de me déplacer avec. Mais j'étais très jeune. Je n'avais pas la force de transporter cela. J'ai essayé pourtant. Mais ils l'ont prise. Ils ont pris cette bassine et l'ont mise sur ma tête et m'ont demandé de commencer à marcher. Ils ont tiré sur mon père lorsqu'il est sorti du trou. Mon voisin est sorti, mon père aussi, et c'est à ce moment-là qu'ils les ont abattus. La personne qui était à côté du voisin a été abattue immédiatement après être sortie du trou. La personne qui se trouvait avec la personne qui était à côté de mon père a tiré sur lui immédiatement. Il avait remarqué que le voisin avait été abattu. Notre frère a été également pris, ils l'ont emmené avec eux pendant pas très loin du trou où nous étions. Ils lui ont ordonné de s'allonger par terre et ils ont tiré sur lui. Et lorsque je suis parti avec eux, je savais que ces personnes avaient été tuées. Fin de citation. Si cette histoire ou ce récit vous rappelle quelque chose, c'est que c'est le récit du P-280 qui a témoigné devant votre chambre concernant l'attaque d'Abok. Ce témoignage, Monsieur le Président, Messieurs les juges, rappelle le vécu des autres victimes de Lukodi et d'Odek, d'où proviennent nos clients. Comme la Chambre le sait, le P-280 est aussi une victime représentée par les représentants légaux des victimes, en l'espèce. Et son récit, quoique déconcertant, est malheureusement une histoire qui nous est trop familière. Le témoin P-280, comme la Chambre le sait également, est une victime que nous avons eu l'honneur de représenter. Et son histoire de perte et de dévastation nous est bien connue. C'est celle d'un certain nombre de nos clients, comme je l'ai déjà dit. Le procès de Dominic Ongwen marque le début d'une phase importante de guérison. Nous tournons la page sur un passé sombre, marqué par des atrocités commises principalement par les combattants de l'ARS contre une population civile déjà vulnérable. Comme nous avons entendu le procureur le dire hier, Dominic Ongwen a joué un rôle capital dans ces atrocités. C'est l'auteur de quelques-uns des pires crimes dans le nord de l'Ouganda, notamment à Odek, à Lukodi, à Pajule et à Obok, dans les camps de personnes déplacées de ces lieux-là. Dominic Ongwen et l'ARS
ont profité du conflit armé et ils ont laissé derrière eux des individus brisés et des communautés déchirées. Ils ont détruit toutes les sources de subsistance, de vie humaine, ce qui s'est traduit par une vie de privation pour les localités. Leurs actes de terreur ont créé des souvenirs de vies perdues, d'êtres chers perdus à jamais, de maisons incendiées, criblées de balles, et des actes commis de façon barbare, des bains de sang, tout cela ne signifiait plus rien. L'histoire de la vie productive a été remplacée par une vie dégoûtante de camps pour personnes déplacées. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'enfant africain, qui était une source d'espoir et prometteur pour l'avenir, eh bien, cet enfant a été remplacé par une vie d'analphabétisme, de frustration, de misère, d'envie, d'alcoolisme et de conflits, entre autres. Ce passé en est un que les victimes que nous représentons ne voudraient plus revoir. Et les victimes ne survivraient pas si cela devait se reproduire. It is the victim's hope. Les victimes ont l'espoir que leur vécu soit pris en compte grâce à ce procès et que Dominique Ongwen sera tenu responsable pour ses actions et pour toutes les missions qu'il a menées en tant que combattant et commandant de l'ARS, comme nous l'a rappelé l'accusation hier. Ce procès peut être un message d'espoir, mais aussi un message pour tous ceux qui auraient peut-être des velléités d'agir comme Dominique Ongwen a pu le faire. Cela fera la promotion de la tolérance et de l'amour, de la paix. Nous pouvons vivre ensemble sans recourir à la violence et à des atrocités dans la société. Pour la gouverne du public, Monsieur le Président, les victimes qui sont représentées devant vous sont représentées par nous parce que nous avons été autorisés à participer, ou plutôt les victimes ont été autorisées à participer à cette procédure. Ils ont ainsi pu avoir accès au dossier de l'affaire. Ils ont été autorisés à déposer des écritures en réponse à d'autres écritures déposées par les parties et les participants. Avec l'autorisation de la Chambre, ils ont été autorisés à interroger des témoins présentés par les parties et les participants. Ils ont pu également assister à la procédure. Et c'est grâce à cela que les représentants légaux des victimes, ainsi que les autres membres de l'équipe, ont pu identifier des parties du procès de Dominique Ongwen dont ils aimeraient parler maintenant à l'occasion de cette déclaration de clôture. Je vais d'abord aborder les deux premières parties, à savoir les attentes des victimes par rapport à ce procès et la vie dans les camps et l'impact de celle-ci sur le tissu social. Et mon confrère, Francisco Cox, abordera la deuxième partie de notre déclaration. Permettez-moi d'aborder la toute première partie de mon intervention, à savoir les attentes des victimes autorisées à participer à cette procédure. Monsieur le Président, Messieurs les juges, avant le début de la procédure à l'encontre de Dominique Ongwen, les victimes, la plupart des victimes s'étaient résignées à la perspective qu'il n'y aurait pas de justice de leur vivant, étant donné les graves violations dont ils ont été victimes au cours du conflit opposant l'UPDF et l'ARS dans le nord de l'Ouganda. Il s'est passé plus d'une décennie entre le renvoi de la situation en Ouganda devant la CPI et l'arrestation de Dominique Ongwen.
Pendant cette période-là, 3 des 5 suspects de l'ARS faisant l'objet d'enquêtes ont été tués dans la brousse. 2 autres sont restés des fugitifs. Et pendant cette période, un nombre important de victimes ont trouvé la mort des suites des crimes horribles dont elles ont été victimes, sans espoir qu'il y ait justice ou reddition de comptes pour l'indignité qui a marqué leur vie des suites du conflit. Nos clients rappellent que pendant un certain temps, ils ont eu l'impression qu'aucun des commandants supérieurs recherchés par cette cour serait traduit en justice pour leurs actions. Et la situation est restée ainsi jusqu'à ce qu'ils entendent et qu'ils voient à la télévision et à la radio ougandaise que Dominique Ongwen avait été appréhendé en République centrafricaine, et du coup la justice devenait possible pour la première fois dans l'histoire du conflit armé dans le nord de l'Ouganda. Les victimes avaient à cœur de participer à une procédure qui tendait à établir la vérité sur la question de savoir si Dominique Ongwen était responsable des crimes qui avaient été commis à leur encontre. Les représentants légaux des victimes dans cette affaire ont eu l'honneur de représenter plus de 2600 victimes des crimes qui ont fait l'objet de ce procès, des crimes pour lesquels Dominique Ongwen dont il a été accusé. Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous aimerions rappeler qu'il y a de nombreuses autres victimes qui ont exprimé et continuent d'exprimer leur désir de participer à cette procédure judiciaire. Il convient de signaler que dans le cadre de mon interaction avec les victimes, celles-ci n'ont jamais exprimé un intérêt pour ce qui est de trouver in a process that seeks to establish the truth. Un bouc émissaire, parce que leur objectif, c'est simplement la manifestation de la vérité. Est-ce que Dominique Ongwen a engagé sa responsabilité pour les crimes dont elles ont été victimes, et le cas échéant, comment? Pour les victimes, dire la vérité était et continue d'être essentiel pour comprendre ce en quoi consiste la justice dans ce contexte. Les victimes étaient sûres que l'accusation serait en mesure de présenter sa thèse. Une thèse qui allait être débattue et contestée dans le cadre du débat sur les faits de l'espèce, et comprennent très bien que la vérité éclaterait au grand jour. Les victimes que nous représentons ont souffert des effets dévastateurs des attaques sur les camps de personnes déplacées à Odek, à Lukodi et à Abok. Vous avez entendu de nombreux récits de victimes qui ont témoigné devant vous. Certaines de ces victimes avaient été enlevées et obligées de se livrer à des actes criminels commis par l'ARS, alors que d'autres ont été attribuées en tant qu'épouses à des combattants de l'ARS qui les ont violées à répétition. Les charges reprochées à Dominique Ongwen s'agissant des attaques sur chacune de ces localités reflètent l'expérience
du préjudice subi par les participants, les victimes participantes. Through the judicial process, Cette procédure judiciaire the victims have been keen to observe the extent a permis aux victimes de suivre et d'observer retell the story of la procédure et de quelle manière les éléments de preuve racontent leur vécu, leur souffrance entre les mains de l'ARS. victims have also been keen Les to victimes discover étaient également impatientes de savoir dans quelle mesure Dominique Ongwen était responsable de ces crimes. I'll now turn to the second part Je vais à présent aborder la deuxième partie of our statement. de notre déclaration Camp and its impact on et qui porte sur la vie dans les camps et l'impact de celle-ci sur le tissu social. all Monsieur le Président, Messieurs les juges, les victimes se rappellent les difficultés et les conditions difficiles had deteriorated, de forcing them vie. to leave their homes, farms, La situation s'était tellement détériorée qu'ils ont dû quitter leur foyer, leur ferme et la majorité de, some degree de ce qu'ils connaissaient de leur vie afin in the IDP camps. de rechercher un certain degré de sûreté dans les camps de personnes déplacées. Ils avaient espoir qu'ils seraient au moins protégés par les forces de l'UPDF. Is that because of the insecurity Étant donné l'insécurité qui régnait et qui était la conséquence des actes de l'ARS was pertinent for the dans ces différentes zones, il était essentiel que les victimes trouvent un endroit qui leur permette some level, some degree of security. de vivre The IDP et de jouir d'un certain degré de sécurité. Et c'est justement là qu'interviennent les camps de personnes déplacées dont vous avez entendu parler tout au long de cette procédure. living conditions in Les the conditions de vie dans les camps camps were not only very harsh, étaient extrêmement difficiles, étaient présentées de nombreux défis. from how they traditionally lived before the conflict. Elles n'avaient rien à voir avec les conditions de vie traditionnelles avant le conflit. Diseases Dans les camps, common la maladie due to the était chose commune, lack of proper health, faute de sanitary moyens sanitaires et de conditions sanitaires. There were little sources of income, Les sources de revenus étaient infimes or merely depended on support from et les humanitarian personnes déplacées dépendaient largement des agences d'aide humanitaire pour leur vivre et having leur been répondre à leurs besoins de self-sufficient. première nécessité. The victims struggled to find Autrefois, les victimes étaient autonomes themselves while in et du jour au lendemain, elles se sont retrouvées dans des situations où il était difficile de subvenir à leurs propres besoins dans les camps. Le P24 a parlé de la situation difficile dans le camp de personnes déplacées à Lukodi. Je cite ses propos. we could not grow crops Nous ne pouvions pas cultiver because there were so many la terre parce qu'il y there were so many within the villages they had killed. So many people. ils avaient tué beaucoup de membres du village. Even when they killed people, Et même lorsqu'ils tuaient des gens, they did not disperse at all. ils ne s'en allaient pas. Government decided Donc to send le some soldiers gouvernement a décidé d'envoyer quelques soldats to help us reach pour nous aider our farms. If you are not lucky, à sometimes retourner dans nos fermes. Si vous n'étiez pas chanceux, eh bien parfois ils vous suivaient jusque dans le we camp. were not Et able to access pour our cette raison, nous ne pouvions pas retourner dans nos fermes. all our crops, Toutes nos récoltes, including cassava, y compris le manioc, was consumed. étaient utilisées, exploitées par eux. We were staying like that in a manner that was not human. Nous vivions dans des conditions qui n'étaient pas humaines. There was no space for keeping animals. Et nous n'avions pas d'endroit pour élever du bétail ou des chèvres. We would stay well in the camp. Nous pensons que la vie serait meilleure dans les camps, malheureusement. Nous sommes heurtés à un problème. Gravity of Monsieur le Président, Messieurs les juges, la gravité des conditions de vie dans le camp the victims éprouvées par les victimes again captured in the
est exprimé de façon éloquente par le témoin D26, qui, en réponse à une question qui lui avait été posée par le juge président, a dit ceci, et je cite, donc, Monsieur le Président, tout d'abord, les camps de personnes déplacées étaient pleins de monde. Il n'y avait pas de structure définie. Il n'y avait pas de foyer comme tel. Il y avait des petites huttes, des bâches, si vous en aviez une, un peu d'herbe. Il était difficile de trouver de l'herbe. Il était difficile de se déplacer et d'en trouver. Et les espaces étaient tellement confinés et très petits. Donc les conditions de vie humaine étaient... Eh bien, tout d'abord, il n'y avait pas de logement. Enfin, ce qu'il y avait là-bas, je ne sais même pas comment le décrire ou le définir, parce que les conditions étaient déplorables. Nous étions trop nombreux. La situation était tellement difficile pour ce qui est du logement et pour ce qui est de la nourriture, eh bien, il n'y avait pas de vivres. Rappelez-vous, les gens étaient obligés de quitter leur foyer pour venir vivre dans le camp. Et ils n'ont pas pu transporter quoi que ce soit, ni nourriture, ni rien. Rappelez-vous, il n'y avait pas non plus de distribution de nourriture par le gouvernement. Au début, il n'y avait rien. Les ONG ne nous donnaient rien. Et il a fallu que certains d'entre nous arrivent et avec le peu que les ONG nous donnaient, en fait, dans la région de Lango, il y avait très peu d'ONG qui étaient opérationnelles parce qu'il y avait des restrictions et parce que l'on n'était pas au courant de ce qui se passait là-bas. Il y avait des problèmes de malnutrition dans le camp. Les enfants, les bébés, les personnes âgées, les personnes handicapées mouraient tout simplement, comme l'a dit le témoin. Donc il y avait des problèmes d'accès à la nourriture, ce qui causait des problèmes de malnutrition, et en conséquence, de nombreux enfants ont trouvé la mort. Deuxièmement, l'hygiène, les conditions sanitaires. Mon domaine de spécialisation, moi j'étais spécialiste de ce domaine-là, et il nous a fallu 2 mois environ, ou 3 mois, pour d'abord sensibiliser les personnes dans le camp aux problèmes de gestion des déchets humains. Il n'y avait pas de latrine. Alors imaginez 35 000 ou 30 000 personnes sans latrine. Et il poursuit en expliquant que les conditions sanitaires étaient tellement mauvaises que de nombreux habitants du camp ont contracté des maladies, d'autres maladies, et en sont morts à cause des mauvaises conditions d'hygiène et de sanitation, comme la diarrhée, le choléra, la typhoïde et le genre de maladie que l'on ne pouvait pas éviter. Il était tout à fait normal que les gens contractent ce genre de maladie et qu'ils trouvent la mort des conséquences de cela parce qu'il n'y avait pas d'installation sanitaire. Rien. Et dans les camps, les gens qui étaient dans le camp, s'ils voulaient quitter le camp, eh bien, ils ne savaient pas où aller et s'ils pouvaient en sortir et y revenir. Les risques étaient très élevés. Ils ne pouvaient pas rester dans le camp parce qu'ils ne savaient pas s'ils pourraient rentrer chez eux ou s'ils pourraient retourner.
were just there now, dying, Donc les gens étaient là dans le camp, suffering painfully ils étaient en train de mourir, as they were in the camp. de souffrir dans le That's why camp. many people C'est pourquoi are not very comfortable in the camp. But les gens n'étaient pas bien dans le camp, mais ils n'avaient pas d'autres options. the camp was La vie dans le camp était très difficile. so many people died as a result of the Bien des gens ont trouvé la mort deplorable situation in the camps. à cause des conditions de vie déplorables dans le camp. Monsieur le Président, cette déclaration du D26, un témoin de la défense, Tells you the experiences vous raconte le vécu des victimes as they lived in the IDP camps. dans les camps de personnes déplacées. Thank you for listening to me. Merci de m'avoir écouté. J'invite mon confrère à poursuivre sa déclaration. Thank you, Your Honors. Merci, messieurs les juges. Maître Manoba, votre micro, s'il vous plaît, dit le président. Les conséquences du crime ont été durables pour les personnes que nous représentons. La Chambre a entendu beaucoup de dépositions en ce qui concerne le préjudice subi par les victimes en conséquence des crimes imputés à M. Ongwen. Les sources clés de telles preuves incluent la preuve de 3 victimes participantes qui ont été appelées à témoigner par les représentants légaux des victimes, un grand nombre d'autres victimes qui ont été appelées par les témoins ou par les parties, les représentants légaux ou le bureau du procureur, les éléments de preuve d'experts apportés par les représentants légaux des victimes notamment. Quelles sont les conséquences? L'une de ces conséquences, c'est la séparation et un préjudice durable aux relations familiales à cause de l'enlèvement. Comme les éléments de preuve l'ont montré, lorsque les gens étaient enlevés par l'ARS, une forme significative de préjudice était provoquée à cause de la séparation des familles. Pour les membres de la personne enlevée, il y avait inévitablement de l'inquiétude, de la détresse. Des parents, encore aujourd'hui, souffrent de l'angoisse liée au fait qu'ils ne connaissent pas le destin de leurs enfants. Et puis, ensuite, lorsque quelqu'un rentrait, lorsqu'une personne enlevée rentrait, les familles allaient poser des questions, savoir s'ils savaient quelque chose de leur propre enfant. C'est encore le cas aujourd'hui. Les familles qui sont restées à l'arrière souffrent, mais également la personne enlevée souffre de beaucoup d'anxiété. Ils ne savent pas ce qu'il est advenu de leur famille. Pour les enfants, cette séparation également leur enlève leur première ligne de soutien et de protection. Normalement, c'est la famille qui fournit cela. Ils veulent savoir comment se portent leurs parents, comment vont leurs frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont subi le même sort qu'eux? Et puis, cette nostalgie de la famille, de la communauté. Mais il faut se souvenir, messieurs les juges, que certaines victimes enlevées ont été contraintes à tuer des membres de leur propre famille ou de leur communauté. Imaginez un instant les conséquences de ces actions sur les relations d'une famille et la communauté. Néanmoins, beaucoup de personnes enlevées sont rentrées dans leur famille et dans leur communauté. Malheureusement, certains sont rentrés dans leur famille, mais ils avaient l'impression de ne plus les connaître. D'autres décrivent comment les relations avec leur famille n'ont jamais pu être réparées à cause de leur enlèvement. Nous nous souvenons tous certainement du récit de V2, un témoin à double statut qui est venu déposer avec l'autorisation de la Chambre pour les représentants légaux. Après être rentré de la
brousse, sa famille l'a accueilli et a essayé de l'aider à revenir à une vie normale. Mais ils avaient peur de lui également. VD a décrit comment le premier jour où il a retrouvé son père, ils ont passé toute une nuit éveillés à se regarder l'un l'autre, effrayés l'un de l'autre. Toutes ces choses se sont améliorées avec le temps, mais la relation est restée changée de manière permanente. Il a subi des épisodes de colère extrême juste après son retour de la brousse, ce qui a signifié que sa famille continue d'avoir peur de lui. Parlant de son père, il a déclaré, et je cite, « Avant mon enlèvement, nous avions une relation très forte et très bonne. Nous sommes restés ensemble. Nous restions ensemble, nous bavardions. Mais après mon retour, je crois qu'il m'a observé, étudié presque, et a senti la manière dont mon esprit avait changé. Je n'étais presque plus la même personne qu'avant. Il a donc commencé à avoir peur de moi. V2 est maintenant un père lui-même. Et cependant, lorsqu'il parle de sa relation avec ses enfants, il dit « Jusqu'à maintenant, nos enfants, même les plus âgés et les plus jeunes, ont peur de moi. Si quelque chose se passe, s'il y a même une toute petite chose qui se passe, vous savez, ils ont cette crainte de moi. » Au sein des communautés affectées par les crimes, ni les parents, ni les personnes en charge de ces enfants n'ont reçu la formation suffisante, les directives suffisantes pour comprendre et s'occuper du comportement de ces enfants qui sont rentrés de la brousse, comment réagir de manière appropriée lorsque ces enfants montrent des signes de colère. Autre conséquence, le stigmatisme, la stigmatisation. Un autre effet pour ces enfants enlevés, c'est cette stigmatisation. Ce qui fait que certains d'entre eux quittent l'école ou ont du mal à suivre, même s'ils restent à l'école. Vous vous souviendrez peut-être de la déposition extrêmement forte, là encore, du témoin V2 qui, après avoir été insulté, évité par les autres écoliers, a été convaincu par son enseignant de parler de ses expériences dans la brousse en toute confiance. Mais cette confiance a été trahie par l'enseignant lui-même lorsqu'il a parlé devant toute l'école des expériences de la victime. V2, après cela, a été chassé de l'école et le jour suivant, l'enseignant a conseillé à tous les écoliers de l'école de rester loin de V2 parce que c'était un meurtrier. V2 a expliqué, vous a expliqué, messieurs les juges, combien cela a eu un impact sur ses études. J'ai continué à aller à l'école, mais je n'étais plus concentrée. J'ai construit un mur autour de moi-même. Je me suis isolée. Je n'étais même pas en mesure de décrire ce qui se trouvait sur le tableau. La famille de V2 l'a envoyé dans une autre école, mais cette stigmatisation s'est poursuivie. Finalement, il n'a plus supporté d'aller à l'école. Un autre témoin, P252, a expliqué comment il avait été stigmatisé une fois alors qu'il était parvenu à s'échapper de l'ARS. Il a déclaré que d'autres enfants se moquaient de lui, l'insultaient, et qu'il était extrêmement difficile pour lui de retourner à l'école. Les causes de l'exclusion de ceux qui revenaient étaient dues à plusieurs facteurs. Les communautés avaient peur que ces enfants qui revenaient avaient été infectés par les esprits mauvais ou par Chen.
qu'ils avaient commis des meurtres alors qu'ils se trouvaient dans la brousse. Certains pensaient qu'ils pouvaient continuer à tuer, qu'ils avaient tendance à être violents. Ils avaient peur que ces enfants qui étaient revenus aient souffert profondément de l'isolement et de cette stigmatisation. Les femmes et les filles revenant de la brousse qui avaient eu un enfant faisaient particulièrement l'objet de discrimination. P352 a déclaré qu'elle avait subi la stigmatisation de sa communauté, de sa famille et de la famille de son mari après qu'elle soit rentrée de la brousse. Les filles ou les femmes qui prenaient la fuite et qui ramenaient leurs enfants de la brousse faisaient l'objet tout particulièrement de cette stigmatisation, de cet isolement. Vous vous souviendrez sûrement de de P422 qui a expliqué les difficultés pour les femmes et les filles qui revenaient de la brousse avec des enfants, parce qu'elles étaient considérées comme des enfants parce que ces enfants étaient considérés comme des enfants des commandants de l'ARS. P422 a indiqué que ces femmes avaient des difficultés à former et à poursuivre des relations stables. Ceci a été confirmé par P187 qui a expliqué que sa fille s'est mariée après être rentrée de la brousse, mais en découvrant qu'elle était enceinte à la suite de la période qu'elle avait passée à l'ARS, son mari l'a quittée. P269 a expliqué: l'un de mes collègues est revenu avec un enfant de la brousse. Le problème vient de l'homme avec qui vous vous remariez. Pendant la période de la cour, il vous dit qu'il est prêt à s'occuper de tout ce que vous avez, y compris votre enfant, mais après le remariage, il rejette cet enfant. Et ceci laisse les enfants sans personne avec qui vivre. Normalement, ils retournent chez leurs grands-parents, mais les grands-parents n'ont pas la capacité de s'en occuper. Ceux qui grandissent aujourd'hui n'ont aucun bien. Ils n'ont pas de terre dont ils vont hériter, ils n'ont plus rien. Elle parle des enfants qui ont été ramenés de la brousse. Autre conséquence des crimes, c'est l'absence d'éducation. Par toute une série de moyens, les crimes ont interféré avec l'éducation des enfants. Les enfants qui ont été enlevés par l'ARS ont subi les effets les plus directs pour leur éducation. Les problèmes psychosociaux de ces enfants ont eu du mal à s'adapter de nouveau à un comportement tel que celui attendu des enseignants. La stigmatisation, d'ailleurs, souvent a poussé les enfants à quitter l'école et les a empêchés de continuer leurs études. Vous vous souviendrez peut-être de V3, le professeur qui a déclaré l'enlèvement d'enfants en particulier, certains des enfants qui ont été enlevés, certains sont passés par des centres de réhabilitation. Certains n'ont pas eu la possibilité de passer par ces centres. Ils revenaient chez eux et restaient chez eux. Les enfants qui sont passés par ces centres de réhabilitation, eh bien, certains de ces enfants ont fait l'objet de conseils. On leur a expliqué comment revenir dans la communauté. Mais les enfants qui ne sont pas passés par ces centres, en particulier les enfants qui sont restés dans la brousse pendant longtemps, s'étaient mal comportés très souvent. Et la plupart du temps, les enfants se mélangeaient, ceux qui revenaient du centre de réhabilitation et ceux qui n'étaient pas passés par ce centre. Et les enfants étaient toujours punis. Et on disait, ne recommencez pas à vous comporter comme vous le faisiez dans la brousse. Et ceci était extrêmement pénible pour les enfants qui étaient revenus. Je continue à citer ce témoin parce que je crois que cela représente bien beaucoup des enfants que nous représentons.
Lorsque ces enfants constataient que la vie était extrêmement difficile, eh bien, ils cessaient d'aller à l'école, ils cessaient leurs études parce que, en ce qui les concernait, l'école n'était pas en mesure de les aider. Donc, ils décidaient de retourner chez eux, ce qui a interrompu l'éducation de beaucoup d'enfants. Certains d'enfants qui étaient enlevés, par exemple les filles, certains revenaient avec des enfants, certains n'avaient pas d'enfants, mais ils n'étaient plus intéressés par l'éducation, ce qui a donc eu une influence sur leurs études. Vous savez, avec nos enfants dans cette partie du pays. Fin de citation. Cependant, cette absence d'éducation, ça n'était pas le seul préjudice subi par les enfants qui rentraient. Tout le système scolaire du nord de l'Ouganda a subi des préjudices graves à cause des activités de l'ARS, y compris les crimes imputés. L'expérience de l'école primaire de Lukodi, sur laquelle le témoin V3 a déposé, est un exemple. À partir de 2002, l'école a commencé à souffrir à cause des attaques de l'ARS. Les écoliers, les enseignants n'étaient plus en mesure de venir à l'école à cause de l'activité de l'ARS ou arrivaient tard. Les enfants et les enseignants avaient des conditions de vie difficiles. Ils devaient dormir dans la brousse pendant la nuit, sans lumière, de manière à se cacher des rebelles, ce qui veut dire que les enseignants ne pouvaient pas préparer les cours et les enfants ne pouvaient pas faire leurs devoirs. L'ARS attaquait l'école, volait l'équipement et enlevait les gens pour les aider à transporter la nourriture. Finalement, il a été décidé, vous vous en souviendrez peut-être, de réinstaller l'école à l'extérieur de la ville de Goulou, à Laliya, j'espère que je prononce cela correctement, environ 14 à 15 km de Lukodi. Les conditions à Laliya étaient extrêmement difficiles. Les salles de classe utilisées normalement pour l'école primaire étaient maintenant partagées avec 5 autres écoles. Donc 5 écoles dans une même école, y compris l'école primaire de Lukodi. Le résultat a été qu'une salle de classe qui devait normalement accueillir 50 écoliers, on accueillait désormais 150 à 200 dans une seule salle de classe. Les enfants assis sur le sol, dans la chaleur, dans des conditions d'encombrement telles que l'enfant ne pouvait pas se déplacer parmi les enfants. À l'extérieur des classes, les enfants continuaient à faire face à des défis importants. À Laliya, il y avait une relative sécurité, mais souvent les parents restaient à Lukodi pour travailler et produire à manger. Beaucoup d'enfants étaient chez des parents et les visites des parents n'intervenaient que lorsque les conditions de sécurité le permettaient. Donc ces conditions ont beaucoup affecté la capacité des enfants à suivre leurs études. Beaucoup d'enfants ont quitté l'école, beaucoup de filles d'ailleurs en particulier, ont quitté l'école pour aller se marier à cause d'une grossesse. Même lorsque l'école primaire de Lukodi a pu retourner à son lieu d'origine, il y avait encore beaucoup d'obstacles. Les bâtiments de l'école avaient été détruits dans une large mesure, les biens avaient été volés ou dispersés et les écoliers ont commencé à parler des problèmes dans l'école à cause du Tchène. Et les résultats scolaires continuent à s'en ressentir aujourd'hui. La nature durable de ces mauvais résultats de l'école est confirmée par une étude d'experts des victimes qui a constaté des effets négatifs sur l'éducation pour les enfants, même ceux nés après les attaques imputées dans cette affaire, ce qui peut être expliqué par plusieurs facteurs. Premièrement,
le dommage durable au bien-être des écoliers dans la communauté. Les enfants risquent encore des problèmes psychologiques et la stigmatisation. Ils ont moins de capacité à être bons à l'école. Ceci s'applique également aux enfants qui sont à risque à cause de la stigmatisation de leurs parents ou de la faiblesse de leurs parents. Et puis d'autres facteurs tels que les préjudices matériels durables, des handicaps également qui empêchent beaucoup de membres de la famille de travailler, ce qui veut dire que souvent les enfants quittent l'école pour contribuer aux revenus de la famille. P24, par exemple, a expliqué qu'aucun des enfants dans sa maisonnée ne suivait l'école et qu'elle ne pouvait pas se permettre de les envoyer à l'école. D'autres témoins ont déposé également de la situation économique de leur famille très mauvaise qui a conduit les enfants à quitter l'école. D'autres pertes subies à cause des crimes de cette affaire, c'est la perte de biens personnels. Beaucoup de victimes ont parlé de cela. Dans les attaques à Lukodi, Abok et Odek, les camps ont été, les huttes dans les camps ont été incendiées. Les rebelles systématiquement incendiaient chaque maison après les avoir pillées. Beaucoup de biens personnels gardés dans ces huttes ont été soit pillés, soit brûlés. Rien n'a survécu. Le bétail de la communauté, une des sources primaires de leur richesse, a été pillé. Vous l'avez entendu de la bouche de beaucoup de témoins. Le bétail joue un rôle clé dans la vie des familles et des communautés. C'est une source de nourriture, un moyen d'agriculture et ces animaux étaient également utilisés pour des rituels traditionnels, des mariages et des transactions économiques. P306 a informé cette cour en disant que le bétail, en particulier les bovins, était très utile pour la communauté. On les utilisait pour verser une dot pour le mariage. Ils étaient utilisés également pour labourer. Et on utilise également ce bétail pour payer les frais scolaires. Et lorsque vous êtes malade, vous utilisez cela aussi pour payer les traitements nécessaires. Pour ce qui est des chèvres, on les utilise de beaucoup de manières également. En cas de folie, par exemple, il y a une manière traditionnelle de soigner cette folie en utilisant les chèvres. Les chèvres sont utilisées également pour les rituels. Lorsqu'il y a des funérailles dans la communauté, les invités sont nourris de viande de chèvre et également de bovins. Donc, c'est un élément extrêmement important de la culture Acholi au plan économique et social. Ceci vous a été clairement indiqué, messieurs les juges. Cette perte de richesse matérielle a un impact durable sur les communautés. Toujours aujourd'hui, V4, un chef de communauté a expliqué, et je cite, « Nos gens sont pauvres aujourd'hui à cause de la situation instable où vivent les gens. Par le passé, les gens avaient du bétail. Ils avaient des chèvres, des poulets et d'autres choses. Mais toutes ces choses nous ont été volées et ce n'est pas facile de se remettre. Moi, par exemple, j'avais des bovins, j'avais des chèvres et je travaillais dur. Mais maintenant, je n'ai plus assez de ressources pour faire de l'agriculture, plus assez de ressources pour acheter du bétail. Les gens sont désespérés de vivre dans ces conditions de pauvreté. C'est ce qu'a déclaré V4. Il est probablement difficile de comprendre l'ampleur de ces pertes lorsque l'on habite ici. Les chèvres, les bovins, les poulets, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, un bien essentiel pour les victimes que nous représentons. Il y a également des conséquences physiques et psychosociales. Pour un grand nombre de victimes,
ils continuent à avoir des blessures physiques aujourd'hui encore et des problèmes psychosociaux qui interfèrent avec leur vie de tous les jours. Le docteur Viatim a également indiqué et a parlé du niveau de handicap aujourd'hui. Une limitation fonctionnelle substantielle dans les activités de la vie quotidienne provoquée par une déficience physique, mentale et émotionnelle, des barrières environnementales qui empêchent la participation d'une personne. L'étude a montré qu'environ 2/3 des victimes avaient ce handicap. Ceci doit être comparé avec les 21% de la population en général qui ont notifié d'un handicap. La moitié de ces personnes handicapées ont notifié ce handicap et certains sont empêchés totalement de travailler. D'autres, par contre, y trouvent un handicap sérieux pour leur travail. Le témoin P24 décrit ces blessures continues provoquées par les crimes et comment ceci a un impact sur sa vie quotidienne. Et elle déclare, avant de venir ici, j'étais à l'hôpital. Mes oreilles continuent à me déranger. J'ai mal aux oreilles tout le temps. Je ne suis pas en mesure de travailler. Je ne peux pas faire mon travail à la ferme parce que j'ai mal, j'ai des douleurs partout dans le corps, je ne peux pas marcher sur de longues distances, j'ai mal aux oreilles, je dois me battre avec cela. Je ne suis pas capable de creuser facilement, mais je n'ai pas le choix. Je creuse un petit peu, je ne peux pas le faire pendant longtemps comme mes collègues, je fais ce que je peux et je reste à la maison. Des problèmes physiques, mais également psychosociaux, interfèrent avec la capacité des victimes à poursuivre une vie productive au plan économique et social. V4 a expliqué il y a certaines personnes qui n'ont pas de problème, qui n'avaient pas de problèmes mentaux par le passé, mais qui se comportent comme des fous aujourd'hui. Certains étaient très compétents, ils travaillaient dur, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient autrefois. Ils sont là dans des centres commerciaux. Certains ont complètement abandonné dans la vie. Ils vivent comme si leur esprit les avait désertés. Certains sont isolés, ils restent tout seuls, même s'ils n'étaient pas comme cela par le passé. C'est ce que j'observe en résultat du traumatisme avec lequel les gens vivent aujourd'hui. Certains des membres de la communauté ont perdu tellement de leurs parents qu'ils ne savent plus quoi faire. L'étude a également démontré que ce niveau accru de handicap affecte le bien-être non seulement de l'individu, mais tout le foyer. Les victimes qui ont fait l'objet de l'enquête ont montré une moyenne de 2 membres handicapés par rapport à un pourcentage de 0,5 dans la population générale. Donc, il y a une grande proportion de dépendants par foyer, 70% de la population des victimes par rapport à 47% pour l'ensemble de la population. Il y a une absence aussi de traitement et de services de soutien, ce qui renforce le problème. Les différentes formes de préjudice subies par les victimes n'ont toujours pas été abordées de manière adéquate par les services appropriés. Dans d'autres contextes, un traitement professionnel pourrait être utilisé pour attendre que les victimes se soient suffisamment soignées pour bâtir de nouvelles relations. Néanmoins, les communautés de victimes ont été très largement privées de ces services de traitement psychosocial. L'étude de l'expert sur les victimes a montré que la population des victimes continue à souffrir de barrières significatives à l'accès aux services de santé.
ils demandent beaucoup plus de temps que les membres de la population générale. Ils ont beaucoup plus de mal à avoir accès à un centre de santé. Les traitements pour la santé mentale et les services psychosociaux aussi manquent terriblement chez les communautés de victimes. Il y avait des rituels traditionnels autrefois qui auraient pu aider les victimes à retrouver la santé, mais il n'y a plus assez de ressources pour permettre aux communautés de victimes d'effectuer ces rituels. Si ces rituels ne sont pas effectués, il peut y avoir des problèmes pour la famille et les victimes, comme on l'a expliqué précédemment. V4 explique, les pratiques culturelles demandent qu'il faut trouver les animaux à utiliser pour les rituels. Par exemple, si quelqu'un a été violé dans la brousse, il faut utiliser une chèvre et effectuer un rituel pour purifier cette personne. Parce que si vous ne la purifiez pas, cette personne peut devenir folle ou ne pas avoir d'enfant ou même mourir. Donc il faut chercher une chèvre de manière à ce que le rituel puisse être effectué et que la personne soit purifiée. Mais il n'y a plus de chèvres. Les chèvres ont été pillées. Les conséquences ont également, ou les crimes ont également eu des conséquences sur l'effondrement des structures sociales de la communauté. Comme V3 l'a dit, il y a un sens collectif de souffrance, de désespoir. Si vous allez à une réunion à Odek, il y a davantage de femmes que d'hommes parce que la plupart des hommes sont morts. Certains ont été enlevés, certains ne sont jamais revenus. Les gens ne savent pas s'ils sont toujours en vie ou non. Certains attendent encore leurs enfants. Tous les enfants qui étaient à l'école ont été enlevés et leurs parents les attendent toujours. Les gens sont très amers, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire, donc ils continuent à vivre. Par le passé, la communauté était considérée comme une solution au problème. Elle était précieuse. L'expérience des attaques a conduit maintenant certaines personnes à craindre cette vie dans la communauté et à rechercher l'isolement. Par le passé, les gens se rassemblaient comme dans une société de coopération. On faisait les choses ensemble dans la communauté. On faisait de l'agriculture ensemble. Il y avait beaucoup d'activités qui étaient faites dans la communauté. Mais après cela, les gens ont peur de se retrouver ensemble. Ils craignent que lorsque vous vivez ensemble, eh bien, on va vous achever comme on a achevé les gens par le passé. Donc, ils ont peur que si on est à 5 ou à 10, eh bien, on va être enlevé. Les structures de soutien social ont été érodées. Les jeunes ont perdu leur sens des pratiques culturelles et le respect pour les anciens. L'identité ethnique, les pratiques ont été érodées. L'alcool et d'autres drogues sont de plus en plus utilisées, ainsi que les niveaux de crime. La violence, y compris la violence domestique, a augmenté. Les jeunes hommes qui sont censés s'occuper des familles sont sans moyens, sans revenus. Et cela donne lieu à des comportements socialement destructifs. Je cite PCB2. Les traditions ayant trait à la succession patrilinéaire et à la propriété foncière ont été sapées. Les enfants et les filles ou les femmes enlevées par l'ARS ne peuvent plus hériter des terres et ces familles n'auront pas de terre pour travailler. J'en termine sur l'expérience faite par les victimes du procès et leurs attentes de justice. Les victimes, vous le savez, ont suivi de près le procès. Ils ont participé en grand nombre
aux projections qui ont été organisées. Ils se sont déplacés sur de très longues distances pour rencontrer notre équipe et certainement l'équipe de Maître Massida également pour s'informer de ce qui se passe au cours de ce procès. Ils sont reconnaissants. C'est la seule justice qu'ils obtiendront pour les crimes épouvantables dont ils ont souffert. C'est la seule forme de procédure formelle où beaucoup des témoins à double statut et des victimes aient été autorisés à déposer, où ils ont eu l'occasion de raconter leur histoire de manière formelle. Ils considèrent cela, cette façon de faire une déposition devant cette cour, comme le début de leur processus de guérison. Cette occasion a permis certaines victimes de contribuer à l'établissement de la vérité au sujet de l'attaque de l'ARS sur les camps de réfugiés d'Odek, Lukodi ou Abok. Pour la plupart des victimes, cette cour représente la possibilité d'exprimer leurs vues et préoccupations, de transmettre leurs questions. Les éléments de preuve présentés par l'accusation n'ont pas donné un portrait complet des souffrances des victimes. Certaines des formes les plus graves de traitements inhumains, les plus graves infligées par l'ARS n'ont pas été correctement démontrées. Au cours de nos conversations avec nos clients, plusieurs des victimes nous ont parlé du viol qui avait eu lieu au cours des attaques, des hommes et des femmes. Les éléments de preuve présentés par l'accusation confirment cela. Le témoin P187 a déposé sur la manière dont elle avait été violée par un combattant de l'ARS après l'attaque à Lukodi. Elle a été enlevée, contrainte de transporter les biens pillés, violée par un combattant de l'ARS et ensuite libérée. Les victimes, les représentants légaux des victimes voudraient par conséquent souligner que le préjudice subi par les victimes va bien au-delà des pièces présentées par l'accusation. Les victimes participants que nous représentons notent qu'elles sont bien conscientes du fait que bien d'autres n'ont pas eu la même possibilité qu'elles à cause des limites fixées par cette Chambre. Enfin, messieurs les juges, les victimes dans les communautés, comme on l'a déjà dit, avaient l'impression que ce jour ne viendrait jamais. Ils ont placé leur espoir dans ces procédures et dans cette cour. Ils ont vu les éléments de preuve présentés devant cette Chambre et pensent qu'elles sont indiscutables. Cette condamnation sera la première étape vers la réconciliation parmi les communautés, la réparation des préjudices subis en tant qu'individu et en tant que communauté. Le président, merci, Maître Manoba, Maître Cox. Nous allons faire la pause maintenant. Nous allons reprendre à 11h30. La pause sera un peu plus longue et nous reprendrons avec Maître Massida, je suppose. Oui, vous allez changer de rôle. Très bien.